Bonsoir à tous, bienvenue Culture chez nous en direct, c'est votre rendez-vous chaque quinzaine le mardi soir. Je suis David Habitant et je serai votre hôte ce soir, donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos remarques en commentant la vidéo et je me charge de la transmettre. Vous connaissez le principe, on se retrouve chaque quinzaine pour visiter des lieux, des expositions, des bâtiments en direct sur le compte Instagram du ministère de la Culture et ce soir également sur le compte Instagram du MAD, car nous sommes au cœur de Paris, au sein du Palais du Louvre, depuis le musée des Arts Décoratifs, que nous allons visiter en compagnie de notre hôte, qui est commissaire en charge des jeux et jouets dans les collections du MAD. Bonsoir Anne Monnier. Bonsoir David, bienvenue. Merci beaucoup. Alors voilà, on est en ce moment en pleine période de vacances scolaires. Les enfants de toute la France sont en vacances et on s'est dit, bah tiens, on va faire une visite pour eux, une visite pour leur présenter les jouets incroyables de ce coffre à jouets géant qu'est le musée des Arts Décoratifs. On va se rendre compte que parmi toutes les collections, il y a beaucoup de jouets ici au musée des Arts Déco. Et puis en fait, on s'est rendu compte en préparant l'émission, et peut-être que la première pièce que vous allez nous présenter donne un peu cette idée-là. Les jouets, c'est très sérieux en fait. C'est pas qu'une affaire d'enfants, c'est aussi quelque chose qui peut intéresser finalement les adultes aussi qui ont été enfants, mais qui sont aussi au courant de tout un tas de problématiques sociétales notamment. Alors déjà David, vous avez bien fait de venir ici ce soir, car effectivement c'est la collection nationale de jouets, c'est la collection de tous les enfants et de tous les adultes. Et effectivement, on commence avec une pièce un petit peu étonnante. Déjà, tout le monde n'a pas un baby-foot aussi énorme chez soi. C'est parce que cette œuvre, elle est vraiment la croisée entre art et design, art et société, art et artisanat. Finalement, elle condense toutes les problématiques qu'on rencontre ici au musée des Arts Décoratifs. Donc en fait, ce baby-foot énorme, les bonshommes ont été remplacés par des Barbies. C'est pour ça qu'il est aussi massif. Et du coup, ça permet à la designer Chloé Ruchon d'interroger la place des femmes dans la société et dans l'espace public. Parce que comme vous le savez, le baby-foot, c'est vraiment un objet dans le café, un endroit qui a longtemps été réservé aux hommes. C'était très mal vu pour les femmes au début du XXe siècle d'aller au café. Et donc, en faisant de cet objet de sociabilisation masculine quelque chose de très rose, plein de Barbie, on se pose un petit peu la question de la place des femmes dans la société. Alors, on va en voir d'autres, des jouets, des jeux. On en a beaucoup. Vous nous avez préparé toute une collection de peluches, de jeux de société, de jeux en tout genre. Voilà pour l'introduction, mais il y en a encore beaucoup à voir là-haut. Avec parfois certaines des questions sociales, comme vous traitiez ici à l'instant, la question effectivement de la place des femmes, des questions de genre qui, on va le voir, sont traitées aussi un petit peu là-haut dans d'autres pièces que vous nous présentez. Peut-être juste un mot, là encore, ce Barbie-foot était une bonne introduction peut-être. Vous avez parlé de designer. On aurait pu penser à une artiste. On est quand même sur une pièce un peu d'exception. C'est pas un baby-foot qui est fait pour jouer, ça, si? Non, effectivement, il y a seulement 9 exemplaires dans le monde, donc on est vraiment à la limite entre un objet de collection et une œuvre d'art. Alors, il faut savoir que dans les 15 000 jouets que j'ai sous ma responsabilité, même plus que 15 500, c'est vraiment la plus grande chambre d'enfants. Il y a des jouets que tout le monde a chez soi, des jouets très populaires. On essaye un petit peu de montrer toutes les époques de l'enfance à travers le jouet, mais on s'autorise aussi à avoir des pièces un petit peu exceptionnelles, des pièces de designer, des jouets d'artistes, des choses un petit peu moins accessibles, mais qui font partie de cette histoire du jouet. Très bien. Écoutez, on a hâte de voir tout ça. Encore une fois, je le disais, il y en a beaucoup. On n'en voit qu'une toute petite partie, mais vous le disiez à l'instant, c'est une grande collection de 15 000 jouets, une grande chambre très bien rangée, puis même très bien inventoriée. On va vous avancer très vite. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours assez étonnant et je pense que votre métier doit susciter ce genre d'étonnement. On est bien dans un musée, mais on parle bien de jouets. On est entre le ludique et quelque chose de très sérieux. On est dans un musée, quoi. On le voit bien d'ailleurs autour de nous. Tout à fait. C'est aussi la mission du musée des Arts Décoratifs, puisqu'on a des collections qui sont un petit peu étonnantes. C'est toujours difficile d'expliquer aux enfants que le jouet qu'ils vont voir au musée, parfois ils ont le même à la maison, mais en fait ce n'est plus le même. Chez nous, c'est déjà devenu une pièce de musée et on fait bien de le conserver, puisque peut-être que dans 300, 400 ans, il sera tout aussi précieux que les jouets du XVIe siècle que j'ai aujourd'hui dans la collection. Alors on va voir une pièce assez fabuleuse là qui nous arrive juste là. Juste avant, un petit mot pour vous qui nous regardez. Je rappelle, vous êtes vraiment partie prenante de cette visite et de cette discussion. Donc, vous me faites passer vos messages par le biais de la discussion qui est sous la vidéo et moi, je me charge de les transmettre vos messages à Anne Monnier, vos témoignages, vos questions, vos remarques aussi sur notamment chacune des pièces qu'on va pouvoir voir
Et je vois que vous êtes déjà très nombreux à être connectés avec des bonjours du Brésil, c'est Hélène Fortuna. Bonjour de Colombie par Garabat Teado, de Turquie aussi, de Miami. Voilà, comme à chaque fois, c'est le monde entier qui est représenté. Un bonjour de Beyrouth par Nadine Moa, de Rio. Il y a beaucoup de bonjours du Brésil. Alors voilà, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, le monde entier. Et ce soir, au musée des Arts Décoratifs, pour découvrir parmi toutes les pièces, celle-ci. Encore une fois, voilà, c'est toujours ce même étonnement. On est dans un musée, mais on est aussi dans une espèce de chambre d'enfant finalement. C'est une chambre d'enfant comme celle de n'importe quel enfant, bien heureux quand même, cet enfant. Oui, cet enfant a été extrêmement gâté, mais comme vous pouvez le voir, la scénographie essaye de retrouver ce joyeux désordre des chambres d'enfants. Donc, on a effectivement une pléthore de jouets. L'enfant ne peut même plus vraiment s'allonger dans son petit lit qui ressemble à des pièces de Lego. C'est finalement un petit peu comme les périodes rooms qu'on montre dans le musée pour montrer différentes époques et la façon dont elles se reflètent dans les arts décoratifs. Les périodes rooms, pardon, je vous coupe. Les périodes rooms, c'est quand on va dans des musées, notamment des vieux musées d'histoire, on a une chambre qui est reconstituée à l'identique comme au XVIIIe siècle. Voilà. Alors, ça c'est pas que dans les vieux musées d'histoire, c'est aussi dans des musées passionnants comme le musée des arts décoratifs. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu différent puisque finalement, on essaye d'avoir un instantané contemporain alors que la période route, c'est plutôt quelque chose du passé. D'accord. Alors, je ne sais même pas par où commencer tant on voit de jouets de jeux au milieu de cette chambre. Prenez votre préféré. Écoutez, alors il y en a plusieurs. Je vous avoue que j'ai un petit faible pour les peluches et je vois qu'on en a beaucoup tout au long de, que ce soit sur le lit là-bas ou tout voilà, dans tout le pourtour de cette chambre. Des peluches de différentes formes aussi, des peluches presque de différentes époques. On a des vraies représentations assez fidèles. Plus ou moins fidèles, on reste dans de la peluche, mais d'animaux par exemple, beaucoup d'animaux, d'autres complètement grotesques aussi. Qu'est-ce que ça nous dit un petit peu ces différentes manières de présenter des personnages? On a, enfin, je pense oui notamment sur les animaux. Ça c'est vraiment on retrouve toujours les animaux, c'est vraiment un inconditionnel du jeu d'enfant, quoi, du jouet. On a toujours ces… Oui, les enfants ont toujours été très proches des animaux et même dans les jouets très anciens, on retrouve des petites figurines en bois de forme animale, beaucoup de chevaux notamment. Alors l'ours en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est la star des chambres d'enfants, mais finalement c'est un jouet assez récent qui est créé au tout début du XXe siècle, donc il a vraiment eu énormément de succès en peu de temps. Et on peut voir donc des ours assez traditionnels. On peut voir donc ces petites choses qui ont attiré votre attention. C'est une opération très drôle faite par Ikea, où Ikea récupère des dessins d'enfants et un jury au sein d'Ikea en choisit quelques-uns et ils vont les reproduire en peluche. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette voilà, on ne sait pas vraiment très bien si ce sont des animaux. Parfois il y a des petits mélanges. C'est parce que c'est un enfant qui les a créés. Mais il y a aussi de très grands designers qui font la même chose, puisqu'on voit donc l'ours fait par Philippe Starck, qui a sa tête d'ours, mais qui a une main en tête de chien, une main en tête de lapin, une patte en tête de souris, etc. Donc on peut toujours s'amuser avec les peluches. Ça nous rappelle aussi qu'on est quand même dans un musée qui expose du design. Alors vous nous disiez tout à l'heure, les jouets qu'on a ici sont des jouets qu'on peut avoir dans sa chambre d'enfant. Mais il y a aussi le Barbie-Foot qu'on a vu en bas, qui est une pièce exceptionnelle. Et puis il y a cette pièce de Philippe Starck, donc cet ourson aux mains d'autres animaux. Lui, où est-ce qu'il se place là-dedans? Est-ce qu'on est dans de l'œuvre d'art? Est-ce qu'on est dans un jouet du quotidien? Lui, ça dépend aussi de la période à laquelle vous le prenez. Quand il a été édité, il était achetable par tout le monde, il était accessible. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable pièce de collection qui s'échange très cher. Et c'est aussi un peu notre métier au musée, c'est de repérer les objets, de repérer le potentiel qu'ils vont pouvoir avoir pour notre histoire, notre société, et de les conserver jusqu'au moment où ils acquièrent un statut un petit peu différent, un peu plus unique. Alors, on va en prendre encore quelques autres des jouets qui sont présents dans cette chambre d'enfants, et puis on aura d'autres arrêts aussi dans le cadre de notre balade. Juste un mot là, parce qu'on a déjà beaucoup de commentaires, encore des bonjours de partout, tiens, d'Iran cette fois-ci. Mais pas que, on a notamment Beautiful Nature qui remarque les jouets en bois. Alors c'est vrai qu'on en voit de différentes formes des jouets en bois. On a des animaux là. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler, mais peut-être un mot sur la question de la matérialité. C'est vrai qu'on a eu la grande époque du jouet de plastique. Aujourd'hui, c'est le jouet en bois, c'est ça?
Alors, faut pas non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plastique pose énormément de soucis en termes de conservation, que ce soit dans les musées ou chez les gens, en termes aussi de production. Mais il faut pas non plus oublier que dans les années 60-70, les premiers jeux en plastique sont une vraie révolution pour les parents. Parce que ça permet en fait de laver très facilement un objet. L'enfant le porte à la bouche, le fait tomber, c'est pas grave. Donc on est aussi dans une quête de l'hygiène qui peut se faire par le plastique. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi pouvoir faire énormément de jouets d'éveil, de jeux qui vont dans le bain. Donc le plastique, ça a été une vraie révolution. Aujourd'hui, on se rend compte un petit peu des limites de cette révolution et on essaye parfois de retourner au bois, qui est un matériau immémorable dans l'histoire du jouet. Et donc, c'est vrai que ces petits animaux en bois qu'on peut voir dans cette chambre d'enfant, l'écureuil et le flamant rose, ils sont extraordinaires parce que ils sont très basiques. C'est un jouet très simple avec un but pédagogique évident, travailler l'équilibre. Mais en même temps, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu dans l'air du temps en termes de décoration, surtout le flamant rose. Finalement, si l'enfant le laisse traîner dans le salon, on n'a pas trop honte de le montrer. Ce qui n'est pas toujours le cas des jouets en plastique un petit peu criards. Et on a là encore beaucoup de commentaires. Mavis Labosse qui nous demande si on est en France. Mais oui, nous sommes en France, nous sommes au musée des arts décoratifs au cœur de Paris, un musée qui ne présente pas que des jouets, puisqu'aujourd'hui on a décidé de faire une thématique sur le jouet pour profiter aussi de la période des vacances scolaires. Mais en deux mots, voilà, c'est un musée qui raconte des manières de vivre contemporaines et peut-être un peu plus anciennes. Tout à fait, c'est un musée de l'objet. Notre devise pendant très longtemps a été le beau dans l'utile. Et c'est vraiment cette histoire des façons de vivre et des objets qui permettent de vivre avec des choses très populaires, très courantes et puis des pièces beaucoup plus exceptionnelles et magnifiques. On a Marine qui nous demande où est l'ours de Monsieur Stark. Alors on va peut-être bien le remontrer à l'écran, mais effectivement voilà cet ours voilà, assez particulier il est sur son assis échelle, sur l'échelle, très très bienveillant. Exactement. Et puis on a des remarques, c'est Clémence qui nous dit qu'elle avait la même vache. Et puis c'est Michael aussi et Sonia qui remarquent les trois brigands. Que vient faire un livre, tiens, alors un livre dans une chambre d'enfant finalement c'est peut-être pas si bizarre que ça après tout. En revanche un livre au musée des arts décoratifs, là il s'inscrit dans une scénographie on va dire. Oui, alors sachez qu'on a quand même une très belle bibliothèque patrimoniale avec notamment une magnifique collection de livres pour enfants. Donc c'est aussi dans notre ADN. Et puis il y a eu une exposition sur Tommy Ungerer en 1982 au sein du musée où il a pu montrer toute sa palette de talents, illustrateurs, peintres, auteurs, etc. Alors là, Les Trois Brigands, c'est un petit clin d'œil à Tommy Ungerer qui nous a quittés récemment, mais qui était vraiment un grand monsieur de l'enfance. Là, en fait, il sert d'obstacle dans ce mini-golf. Donc, c'est un peu comme le Barbie-foot. Tout le monde n'a pas un baby-foot chez soi. Tout le monde n'a pas un mini-golf. Mais en fait, François Brumand, un designer, avait envie de jouer au mini-golf avec sa fille. Mais ils étaient confinés, comme tout le monde. Donc, finalement, le mini-golf est venu à eux. Et c'est François Brumand et Marjane, sa fille, qui l'ont fabriqué avec une imprimante 3D, un rouleau de moquette et des tasseaux en bois. Donc, si ça peut vous donner aussi un peu des idées. Juste un mot sur ce parcours dans le parcours. C'est des œuvres qu'on retrouve dans tout le musée. Tout à fait. Qui ont été faites vraiment pour l'occasion. Tout à fait. C'est un parcours qui s'appelle Un printemps incertain, qui sera disponible à la visite dès qu'on l'ouvrira. Et c'est une invitation à plusieurs créateurs de venir nous présenter ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Donc c'est pour ça qu'on touche à des œuvres finalement très intimes, des réflexions qu'ils n'ont pas toujours forcément. Et là, on entre vraiment dans la vie de famille de François Brumand. Alors un dernier mot peut-être, et puis on va passer à d'autres choses. On a d'autres pièces à voir, mais il y a tout de même une maison de poupées là, tout au fond de cette chambre. Alors on va reparler des poupées un peu plus loin. On a un petit mot sur les poupées, notamment les poupées Barbie. On l'aura compris, très présentes dans notre parcours. Mais la maison en elle-même, elle m'interroge un petit peu. Elle ressemble pas tellement à la maison. Tiens, ça serait un autre sujet. J'allais dire la maison de poupée de ma voisine. Et tiens, on va pouvoir parler pourquoi ma voisine avait une maison de poupée et pas moi. Peu importe. Toujours est-il qu'on est dans un design très contemporain, là, une architecture plus récente, on va dire. Alors là, je pense effectivement, on peut en faire entrer cette maison de poupée dans les pièces un petit peu exceptionnelles. C'est un objet qui a été réalisé par Laurie Simons, qui est une photographe américaine qui s'interroge sur le rôle des objets dans notre vie, et Peter Wheelwright, qui est un architecte. Et ils ont pensé ensemble cette maison un peu comme une maison, une future façon d'habiter. Donc, elle s'appelle la Kaleidoscope House parce que la lumière dans les parois colorées donne l'effet d'un kaléidoscope. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont collaboré avec leurs amis artistes. Et donc, le mobilier à l'intérieur, les œuvres d'art à l'intérieur sont vraiment des éditions
de design contemporain et d'art contemporain en miniature. Mais si elle vous plaît, sachez que les plans sont disponibles auprès de Peter Wheelwright pour se la faire construire en grandeur nature. Écoutez, je vais réfléchir à la question, mais il y a peut-être un investissement à faire un peu moins coûteux que l'original, j'imagine. Olivier vous demande, tiens, chère Anne, ainsi qu'il le dit, quel est votre jouet préféré au milieu de toute cette pièce? Moi, j'ai vraiment un petit faible pour l'ours en peluche classique. Donc, comme celui qui est assis sur le petit rebord du mini-golf, celui qu'on peut serrer dans ses bras, celui qui écoute toutes nos histoires. Moi, il y a vraiment un ours en peluche qui m'a accompagnée pendant toutes mes années d'enfance. Et il me fait penser un petit peu à celui-là. Et Mickaël qui nous dit un goût de retour en enfance, bonheur. C'est vrai que c'est plutôt le cas. Retour en enfance, justement, et peut-être pour terminer sur cette pièce-là, on a un petit personnage de Star Wars. Alors, pour être tout à fait honnête, vous m'avez appris qu'il y a même deux petits personnages de Star Wars, mais n'ayant pas vu les derniers Star Wars, je ne savais pas qu'à côté de R2-D2, nous avons BB-8. BB-8, voilà. Ça aussi, c'est un inconditionnel du jeu d'aujourd'hui, à savoir des jeux qui reprennent des personnages de fiction. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est un usage récent? En fait, c'est intéressant que vous posiez la question parce que ça commence avec Star Wars. Donc, auparavant, on a bien sûr quelques produits dérivés, notamment des jouets autour de Beatrix Potter ou quelques peluches bavards, etc. Mais la vraie révolution du produit dérivé, du merchandising, c'est Star Wars. En fait, même George Lucas a été un peu dépassé par le succès des produits dérivés, alors qu'il l'avait un peu anticipé. C'est c'est le premier à s'intéresser aux jouets, aux figurines qui vont représenter son univers. Et une fois que le succès des jouets Star Wars avait été lancé, ça a été impossible pour le marché du jouet de revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jouets les plus vendus, c'est La Reine des Neiges, Harry Potter et surtout, toujours Star Wars. Donc là, effectivement, on fait aussi le pont entre les premières générations avec R2-D2 et puis les enfants d'aujourd'hui avec BB-8. C'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir ce côté transgénérationnel. Alors peut-être on va continuer sur cette dynamique-là et sur cette question-là. On va se retourner et dans la lignée, on va dire, de notre figurine Star Wars, on a là un Monopoly Fortnite. Alors là, on est quand même un cran au-dessus, c'est-à-dire que depuis la petite miniature d'un personnage de fiction, on a là un Monopoly qui est un jeu qui existe en tant que tel. Cette fois, on lui colle une étiquette, un autocollant Fortnite. Parlez-nous un petit peu de cet objet-là. Tout à fait. Alors, il y a également dans les réserves un Monopoly Game of Thrones. Pour moi, c'est une façon aussi de dépasser les limites du musée parce que c'est très difficile de montrer Fortnite dans un musée. C'est un tel phénomène de société qu'on peut pas l'éviter. Mais dans cet endroit où on ne touche pas, où on ne crie pas, où on ne court pas, montrer un jeu aussi prenant que Fortnite, c'est très compliqué. Du coup, moi, j'ai contourné un petit peu cette problématique en mettant le Monopoly, donc qui se déroule dans l'univers de Fortnite. Mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu de ping-pong assez drôle entre le jeu vidéo et le jeu de société qui se répondent. Mais c'est-à-dire que les jeux de société ont aussi leur propre musée et d'une certaine manière, j'imagine que le musée des Arts Déco n'a pas non plus vocation à terme à intégrer des jeux de société ou alors peut-être que la question se pose. Détrompez-vous parce que c'est vraiment aujourd'hui il y a un véritable retour du jeu de société et surtout c'est une industrie très française. Beaucoup d'éditeurs de jeux sont français, ont du succès à l'étranger. Et donc, c'est vrai que nous, aux Arts Décoratifs, on essaye un petit peu aussi de suivre ces savoir-faire français. Donc, en ce moment, on fait entrer pas mal de jeux de société au musée. D'accord, très bien. À côté de ces Monopoly, on continue et je crois que c'est une autre manière pour vous de présenter des jouets et tout ce qu'ils peuvent avoir de virtuel également. Voilà. Avec Lego. Alors ça, c'est un objet assez compliqué pour moi parce que c'est fascinant. Donc, on construit ce set de Lego et ensuite, avec son smartphone ou celui de ses parents, on peut enclencher une application de réalité virtuelle qui va nous permettre de visualiser le set de cette façon. Et là, il y a des jeux, donc on doit trouver des fantômes, etc. Donc c'est vrai que pour moi, montrer ce set, ça nécessite de permettre aux gens de se connecter à un objet du musée avec leur téléphone. Et là, en fait, on commence à questionner l'idée même du musée actuel et à se demander comment on va pouvoir évoluer en tant qu'institution culturelle. Et forcément, juste à côté des Lego. Juste à côté des Lego, il y a les Playmobil. Donc Playmobil, ils ont décidé de rester sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire des figurines et le détail poussé à l'extrême. Donc là, vous voyez cette série que j'adore, ce sont les Playmobil Dieux de l'Olympe. Et vous repérez que Mercure, il a des petites ailes sur ses sandales. Donc on est vraiment, Playmobil, eux, ils sont pas du tout allés du côté de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée.
c'est vraiment la figurine dans tous ses détails et on se raconte une histoire. Donc là, c'est encore plus intéressant puisque finalement, c'est l'histoire de la Grèce antique, c'est le berceau de notre civilisation. Bon, c'est un petit clin d'œil quand même que d'avoir mis Playmobil et Lego là. On est aussi sur deux grands marqueurs du jouet, j'allais dire là encore pour enfants, mais finalement, je sais que les parents aussi ont grand plaisir à jouer, je crois, avec leurs enfants, notamment au Lego et au Playmobil. Surtout que c'est des marques qui ont commencé à exister dans les années 50 à 70. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ont joué avec ces jeux-là, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On avait moins cette transmission. Et donc, c'est particulièrement émouvant de pouvoir transmettre à son enfant le jouet avec lequel on a aimé jouer. Et puis, vous savez, il y a aussi toujours un peu cette rivalité entre les amateurs de Playmobil et les amateurs de Lego. Et il y a un philosophe qui s'appelle Tommaso Bertolotti qui a déclaré que les Playmobil, c'est Aristote et les Lego, c'est Platon. Et alors, vous êtes plutôt team Aristote ou team Platon? Complètement Aristote. Playmobil jusqu'au bout. Très bien. Bah, écoutez, on pourra en débattre pendant des heures. Je suis complètement Lego, mais ça sera l'objet. Je ne sais pas si ça sera l'objet d'une autre émission du ministère de la Culture, mais ça sera l'objet d'une longue discussion plus tard, sans doute. Anne Monnier. Avant de jeter un œil à toutes ces poupées, toutes ces figurines qu'on a sous les yeux, voilà un petit mot des commentaires qui nous parviennent et Guéry Sertog qui nous dit vraiment j'apprécie. Faria aussi, merci. Accès à la mythologie, nous dit Béatrice, et c'est voilà ce que vous nous présentiez à l'instant. Bravo Playmobil, nous dit-elle, et c'est vrai que par les jouets, on a aussi une sensibilisation, même une partie de l'éducation qui peut se faire par les jouets. Ce qu'on va voir aussi ici avec un jouet assez étonnant dans ce rôle-là, c'est la Barbie, c'est-à-dire que, pardon, mais j'arrive avec mes clichés un petit peu, mais c'est vrai que pour moi, Barbie, on n'est pas du tout dans quelque chose qui participe à une quelconque sensibilisation. Vous allez nous prouver le contraire. Alors moi, je suis tout à fait, je suis pas du tout objective puisque Barbie, c'est une véritable passion depuis l'exposition qu'on a faite au musée. Alors sachez que je ne jouais pas du tout aux Barbie étant petite, donc c'est vraiment une découverte d'adulte. Et en fait, moi, quand j'ai grandi, les Barbie étaient, je pense, un peu comme les vôtres, blondes, blanches, et à part conduire sa voiture rose ou son avion rose, il se passait pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on assiste à un véritable retour aux sources de Barbie, qui retourne à ses racines féministes, parce que Barbie, en fait, c'est un jouet féministe, c'est un jouet d'avant-garde qui permet aux petites filles de se projeter dans leur vie de femme et plus dans leur vie de mère ou dans leur vie d'épouse. On ne propose pas à la petite fille de materner un bébé ou de s'occuper de sa maison, on lui propose de vivre sa vie de femme. Et aujourd'hui, ce que Barbie propose, c'est de vivre des carrières inspirantes comme Barbie ingénieur robotique, Barbie chef de chantier, des professions qu'on a tendance à voir comme très masculines. Barbie juge, une profession extrêmement inspirante. Et puis Mattel propose également des grandes figures féminines, Katherine Johnson, Frida Kahlo, Rosa Parks, tout ça pour aider les petites filles à se projeter dans une féminité qui ose et qui se réalise. Alors, il y a une autre manière aussi, je crois, d'éduquer par ces poupées, et c'est ce qu'on peut voir peut-être juste derrière, puisque bon, c'est Frida Kahlo, Katherine Johnson, Rosa Parks, elles continuent d'avoir des mensurations tout de même très Barbie. Et là, vous vouliez nous présenter une autre position sur la question. Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi que Barbie a changé de mensuration. On a toujours la Barbie classique, mais on peut avoir une Barbie plus grande, plus ronde, plus petite. Et comme on les montre aussi dans les enfants modernes, Barbie a maintenant énormément de couleurs de cheveux, de peau, d'yeux. Donc, il y a une véritable volonté de Mattel d'être plus inclusif dans les canons de beauté de Barbie. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est l'Amélie. C'est une poupée qui a été réalisée selon les mensurations standards d'une Américaine de 20 ans pour justement un peu contrecarrer cette idée de la beauté idéale de la poupée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Amélie est sortie à peu près au même moment où les équipes de Mattel ont réfléchi aux nouvelles silhouettes. Donc, il y a vraiment un esprit du temps qui attendait une action des fabricants de poupées sur la représentation du corps féminin. Et en tout cas, c'est pas pour déplaire à nos spectateurs. Hein. Stéphania qui nous dit « J'adore ces Barbie, enfin ». Et Roland, qui nous rappelle, la poupée Barbie a été créée en 1959. Elle était brune et féministe. C'est vrai ça? Tout à fait. Bravo. Incroyable. C'est Roland Villemot. Voilà, elle pouvait aussi être blonde. Il y avait déjà plusieurs couleurs de cheveux quand même. Et Béatrice qui nous dit « Super cette sortie d'objets des réserves en exclusivité. Quelle chance. Merci le musée des arts décoratifs. Et je ne peux que me joindre à elle. » Alors, peut-être un mot encore sur, voilà, vous aviez préparé une sélection de jouets. Tiens, ça me fait penser enfin,
dites-nous un petit peu plus. Ça me fait penser à une histoire qu'on a entendue récemment autour de Monsieur Patate. Si vous voulez nous en dire un mot, mais parce qu'on est vraiment dans la continuité de cette question-là. Effectivement. Alors, Barbie essaye de bousculer un petit peu les codes de la représentation féminine, mais Mattel est allée encore plus loin avec ses poupées Creatable World, où là, en fait, on abolit la notion de genre. Donc, la poupée est très neutre. On peut lui mettre une perruque qui la fait plus ressembler à une fille. On peut l'habiller avec des vêtements qui l'orientent du côté des garçons ou du côté des filles, ou en fait, d'aucun côté. C'est vraiment l'enfant qui décide. C'est lui qui veut savoir si sa poupée est une fille, un garçon, un peu les deux, ou aucun des deux. Donc là, on est vraiment aussi dans des questions de société extrêmement fortes aujourd'hui. Et je trouve ça assez admirable qu'une grande entreprise comme Mattel ait pu se saisir de ce sujet. Mais alors, certes, de voir cette poupée effectivement qui peut être homme ou femme selon les accessoires qu'on va lui rajouter, ça fait écho à des questions qui sont très présentes dans l'air du temps. Mais à quoi ça sert d'une certaine manière? Qu'est-ce que ça implique pour un enfant que d'avoir cette poupée-là plutôt que la Barbie traditionnelle, effectivement, très blonde, très féminine, enfin très féminine selon les codes présentés par Barbie justement, et avec les mensurations qui lui sont propres? Mais je trouve que ça lui donne beaucoup de liberté. En plus, comme on le voit, Barbie, ingénieur robotique, c'est déjà une femme. Ici, on est plutôt sur une silhouette d'enfant. Donc, je pense qu'il y a un véritable potentiel pour que les enfants puissent s'identifier à cette poupée et qu'elle leur permette aussi peut-être de traiter des questions que eux se posent. Suis-je une fille, suis-je un garçon? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une fille? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon? Donc, c'est vrai que je trouve que c'était intelligent de la part de Mattel de créer une autre poupée qui n'était pas dans le monde de Barbie. Eh bien, écoutez, on va peut-être continuer. On a une dernière table qui nous attend. Ah oui, un mot sur ce qui est. Ah oui, alors on ne peut pas laisser de côté cette incroyable qui est. Donc c'est une version féministe du célèbre jeu qui est, donc Who's She, qui est faite par un studio polonais qui s'appelle Players. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de s'attacher encore à des caractéristiques physiques, c'est-à-dire de demander si son personnage a des lunettes, si son personnage a des cheveux blonds, là on s'attache à l'identité de la personne. Donc, on va demander, est-ce que ton personnage est une auteure? Est-ce que ton personnage est africaine? Et au fur et à mesure, on apprend énormément de choses sur la vie des personnalités qui sont montrées, donc que des femmes extrêmement inspirantes. Après, sur le type de jeu, c'est la même chose que le qui est. Une fois qu'on a découvert qui c'est, on peut abaisser la petite fenêtre. Donc, c'est aussi ça que j'avais envie de vous montrer. C'est des jeux qui modernise, rentre de façon contemporaine avec nos enjeux à nous, les typologies traditionnelles du jeu et du jouet. Et alors, je vous assure, mais vraiment, je vous jure que c'était absolument pas prévu, mais au moment même où on parle, je vois un commentaire qui vient de passer, et c'est justement le compte de Players, qui sont les éditeurs de ce jeu-là. Je vous jure que c'est vrai, qu'ils disent « Thank you for including our Who's She game ». Merci d'inclure dans votre présentation notre jeu qui est. Voilà, il y a Anastasia aussi qui nous dit merci pour ce tour, et Stéphania, très bonne à jouer en lisant le livre Histoire du soir pour les filles rebelles. Voilà, c'est encore une référence qu'on sera, dont on peut prendre bonne note. On continue dans notre tour et on a voilà cette dernière table et peut-être ces dernières questions aussi. Hein, voilà, il est encore temps si vous avez des commentaires ou des remarques ou des questions à me faire passer pour que je les transmette à notre invité. C'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes. Le temps de présenter cette maison de poupées. Là encore, on est sur une maison de poupées très loin de celle de mon enfance. Donc celle de votre voisine, puisque vous n'en aviez pas. Donc ici, on parle d'un sujet important aussi brûlant de notre actualité, c'est l'écologie. Donc cette maison de poupées, elle est faite en bois en France par une marque qui s'appelle Encore. Donc on est là dans une fabrication éthique et écologique, ce qui est aussi important puisqu'on parlait des jouets en plastique, mais ces jouets en plastique qui sont aussi produits dans des conditions qui sont pas toujours celles qu'on a envie de proposer à un enfant. Et ici, au-delà des conditions de fabrication, on a aussi tout un discours et une philosophie de jeu qui souhaite promouvoir une façon de vivre, une façon d'habiter plus écologique. Donc ces petits lapins que vous voyez, ils vivent dans cette petite maison en bois, ils cultivent leur potager, ils ont une petite éolienne. En fait, ils sont dans leur petit écoquartier. Et en proposant ce modèle-là, qui est en plus absolument adorable, à des enfants, ben ça permet aussi peut-être de s'imaginer des modes de vie un petit peu plus respectueux de l'environnement que nos modes de vie actuels. En fait, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que on a des représentations d'autres modes de vie, peut-être ceux qui
comment dire, jusque-là, on avait par les jouets des représentations de mode de vie qui étaient déjà très présents autour. Aujourd'hui, les jouets veulent nous montrer aussi d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre. Ça a toujours été le rôle du jouet que d'avoir comme ça, encore une fois, cette question de sensibilisation, d'éducation. Alors, le rôle du jouet dans l'éducation, ça, c'est vraiment ancestral. Mais le fait de montrer des choses différentes et nouvelles à l'enfant pour le faire sortir de son cadre, c'est très nouveau. Par exemple, au 19e siècle, il y a énormément de jouets d'imitation, le petit crémier, le petit boulanger. Et ça, on offrait ça à son enfant pour lui donner envie de faire le même métier que soi plus tard. Donc, on était vraiment dans une espèce d'éducation un peu contrainte, une sorte de carcan déterminé. Alors que là, on propose aux enfants d'imaginer un monde que nous, en fait, on ne connaît pas encore. Une dernière question, elle nous vient de Agnès qui nous demande si ces jouets seront dans des espaces à jeux. Quand on vient ici au Musée des Arts Décoratifs, est-ce que on regarde, on touche un petit peu ou ça dépend des présentations peut-être? Malheureusement, c'est un musée, donc on ne touche pas. On essaye parfois dans les expositions de permettre aux enfants de jouer. Par exemple, dans l'exposition Barbie, il y avait un grand espace, on pouvait jouer avec des Barbies. Dans les expositions que j'organise autour de la littérature jeunesse, il y a toujours un coin lecture. Mais c'est vrai qu'une fois que le jouet est arrivé ici, c'est une pièce de musée. Il a le même statut que la Joconde et on n'y touche plus. Il est là pour les générations futures. En tout cas, tout ça, ce sont des espaces, des collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs. Parfois, des expositions temporaires qui vont mettre en avant un pan ou l'autre de l'histoire du jouet pour enfants. Un mot d'ailleurs peut-être sur la programmation. Est-ce qu'on a une grande exposition à venir? Oui, on a une grande exposition prévue pour le 16 février 2022. Toujours un thème lié à l'enfance, mais un petit peu différent. Une grande exposition sur Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince. D'accord. Donc pour les adultes, pour les enfants, et puis pour la part d'enfance qu'il y a au fond de chaque adulte, comme aimait le dire Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'on y trouvera? Tiens, en un mot, parce que, enfin, là encore une fois, le Musée des Arts Déco qui s'intéresse à Saint-Exupéry, c'est alors, il y aura du jouet, j'imagine. Hein. Il y aura très peu de jouets finalement, mais beaucoup de littérature, puisque c'est un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse, mais c'est aussi un classique de la littérature universelle. Beaucoup de dessins qui vont montrer la création et la jeunesse de l'œuvre. Et puis en fait, beaucoup d'objets, de photos, de textes pour redonner un petit peu de corps à Saint-Exupéry et comprendre quel était l'homme derrière cette figure mythique, parce que c'est un grand écrivain mort pour la France, et on a parfois du mal à retrouver l'homme sincère et profond qu'il était. Et puisque j'avais dit dernière question, mais là il y en a une dernière à laquelle j'aimerais bien qu'on me réponde, c'est Éléonore qui nous demande si le MAD, le Musée des Arts Décoratifs, propose des explications sociologiques sur les jouets. La visite que vous nous faites là, on peut la retrouver par les différents cartels qui présentent chacune des œuvres, on peut la retrouver par les médiations qui sont faites autour de ces expositions. Donc le but, c'est d'accueillir les enfants et les adultes à part égale. Donc les enfants sont forcément attirés par les jouets qu'on voit. Pour eux, c'est tout de suite et immédiatement intéressant. Et pour les adultes, on propose toute cette lecture historique et sociologique sur la place du jouet dans notre culture. Et puis, on essaye aussi de communiquer sur cet aspect-là pour que les visiteurs viennent en toute connaissance de cause. Allez, un dernier jouet, une peluche que vous aimez particulièrement, je crois déjà, pour commencer. Et en plus, vous nous faites un grand honneur ce soir puisqu'elle va rentrer avec nous dans la collection. Alors, racontez-nous d'abord quelle est cette peluche. Alors, cette petite peluche, qui est masquée quand même, hein, faut bien le noter. Qui est masquée, donc c'est Albert l'Invincible. Il vient d'arriver au musée, c'est un don de la pelucherie. Et il m'intéresse particulièrement déjà parce que vous pouvez pas le voir, mais il est très très doux. Et en fait, je remarque que vous avez des gants pour le toucher, donc voilà. Je me permets juste de le regarder de loin. Quand même. La pelucherie, c'est une très belle histoire de transmission parce que ce sont deux sœurs qui ont fondé la marque. Elles font produire en Italie, donc aussi dans des conditions de fabrication qui sont particulièrement liées au monde du jouet, on a toujours envie de mettre dans les mains d'un enfant un objet qui a été fait de façon respectueuse des gens et de l'environnement. Et ces sœurs, leur grand-mère, était la propriétaire d'une des plus grandes boutiques de peluches parisiennes des années 80. Donc c'est aussi très beau cette histoire. Cette femme avait donné des peluches au musée d'art décoratif et maintenant leur petite fille nous donne Albert l'Invincible. Alors il est masqué parce qu'il vit aussi cette période de pandémie tout comme nous. Et on sait que les enfants ont souvent besoin de pouvoir vivre à travers leurs peluches ce que eux vivent. Et par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a retrouvé des masques à gaz pour ours en peluche et des photos où les enfants sont masqués et les ours sont masqués.
Et donc, si vous le voulez bien, on va, comme il vient d'arriver, on peut l'installer ensemble. On peut l'installer ensemble dans l'espace. C'est un grand honneur que vous nous faites là pour Culture chez nous. Alors, ça veut dire que dès la réouverture du musée des Arts Décoratifs, on pourra trouver pardon, comment ça s'appelle ? Albert, voilà. Tout à fait. Au sein de cette chambre d'enfants. Albert pourra accueillir les visiteurs dès notre ouverture. Donc, on va lui mettre une petite couche de Melinex pour qu'il ne soit pas sur la peinture de l'espace. C'est les techniques de protection qu'on utilise pour les œuvres. Et puis, Albert va pouvoir rejoindre ses amis dans cette merveilleuse chambre d'enfants. Voilà, c'est magnifique. Et ben voilà, c'est presque émouvant finalement de voir rentrer un jouet ici. Vous faites beaucoup évoluer la scénographie de chacun de ces espaces. Oui. Alors cet espace a déjà beaucoup évolué pour accueillir le mini-golf. Et puis chaque fois qu'une nouveauté me semble particulièrement intéressante, j'essaye aussi de la faire entrer dans la collection. Mais ça nécessite aussi de se tenir vraiment au courant de tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde du jouet est en pleine évolution, notamment à cause de ces challenges qu'on a évoqués ensemble. Et c'est particulièrement passionnant de s'y plonger tous les jours. Oui, je pense que vous avez un métier qui doit en rendre envieux quelques-uns. Et peut-être notamment en dessous d'une dizaine d'années, je pense qu'on doit avoir très envie d'être... comment vous dites, chef des jouets? Chef des jouets, c'est un vrai métier qui existe. On n'est pas beaucoup, mais on est quelques chefs des jouets en France et dans le monde. On a voilà quelques commentaires pour nous remercier. Très bon moment avec le MAD, nous dit le cerf-volant. Éléonore qui nous demande si ça sera dispo en replay. Bien sûr, hein, donc la rediffusion de ce direct sera sur la chaîne IGTV du compte du ministère de la Culture et sans doute également du compte du MAD. Et puis Stéphania, très intéressant. On espère pouvoir visiter l'exposition dans le musée. Donc là, on est vraiment dans les collections permanentes. Et encore jouet, tiens, voilà, on est vraiment regardé par toutes les personnes qui ont participé à cette exposition. Les créateurs de cette maison disent merci, trop fiers, voilà, d'avoir été présentés. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation passionnante. Je me joins à tous ces commentaires pour vous remercier de ce moment très intéressant qui nous ouvre un petit peu sur la perception effectivement du jouet et du jeu. Si vous nous regardez en direct, la visite s'arrête ici. Pour les autres, en rediffusion, on vous a préparé avec Anne Monnier un petit bonus pour découvrir une autre salle du musée des Arts Déco, une salle non pas plus classique, mais une salle de design plus large, hein, du design italien, qui présente également un jouet, un petit puzzle en résine. Voilà, donc j'en dis pas plus, ça se passe juste après donc le bonus. Quelques mots avant pour vous rappeler toutes les initiatives à suivre depuis chez vous, depuis chez nous en ce moment, avec ces lieux culturels qui sont encore fermés, des visites de musées, de bâtiments, des jeux vidéo, des podcasts, des films et livres, des ateliers à faire chez soi. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture, sur le site web culturechez-nous.gouv.fr et partout sur la toile avec le mot dièse Culture chez nous. J'en profite puisque on a depuis quelques jours on a connu la réouverture de la plateforme histoiredesarts.fr qui est un site web avec plus de 5000 ressources pédagogiques, des ressources gratuites autour de l'histoire des arts. Donc on retrouve dans ce portail qui est donc vivement conseillé, notamment aux élèves qui préparent le brevet et le bac pour leurs options histoire des arts. Merci beaucoup Anne Monnier pour cette visite. Et puis merci également à toutes les équipes du Musée des Arts Décoratifs à Paris, Fabien Escalona, Alizé Ternicien, Hélène Viellard, Olivier Asler, Pierre-Xavier Boursier, Olivier Gabet et Sylvie Coréard. Un grand merci au ministère de la Culture à l'origine de l'initiative, Michael Coca, Cécile Lausanne, Barbara Penamen, Clémence Ladois et Maëlys Clément-Bollet. Et puis merci à toute l'équipe de Théma Prod pour avoir assuré la retransmission. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut! On se retrouve comme convenu pour notre bonus quand vous découvrirez cette vidéo. Notre visite à la recherche des jouets des collections du Musée des Arts Déco viendra de se terminer, mais nous sommes toujours au MAD et toujours dans ces collections permanentes, cette fois-ci dans la salle Design à l'italienne et toujours en votre compagnie. Anne Monnier, rebonjour. Rebonjour David. Alors, une salle ici pour raconter le design des années 50-60 italien dont on découvre finalement qu'il était assez riche et assez varié. Oui, les années 50 et les années 60 en Italie, c'est vraiment une période de créativité et d'inventivité pour le design. Alors à la fois du côté des designers, mais aussi du côté des marques. Il y a beaucoup de grands éditeurs qu'on connaît très bien. Et puis il y a aussi des marques du quotidien qui décident de mettre un petit peu de nouveauté dans leur design et de faire appel à des grands noms.
Alors on reconnaît effectivement dans les marques du quotidien, c'est la machine à écrire de chez Olivetti, c'est ça? Voilà, et puis on a des grandes icônes du design qui sont devenues des vrais classiques, comme la Pipistrello de Gaeo Lenti. Donc vraiment des pièces assez ancrées dans l'imaginaire du design d'aujourd'hui. Et pour continuer notre visite de tout à l'heure, donc on aura découvert une chambre d'enfant notamment avec tout un tas de jouets. Il y en a ici aussi des jouets. Alors dans cette salle design à l'italienne, on a ce puzzle qui est une pièce assez particulière, assez remarquable de vos collections. C'est vraiment une pièce incroyable des collections de jouets du MAD. C'est une de nos icônes et c'est vraiment une des icônes du design pour enfants. Donc c'est le puzzle Sedeci Animali de Enzo Mari qui est une des grandes figures du design. Un noble incroyable qui a vraiment révolutionné sa discipline. Et ce puzzle, s'il est aussi important, c'est qu'il en fait répond à plein de stades, à plein de besoins de développement des enfants. Donc on peut l'utiliser comme un puzzle en imbriquant les animaux comme il est présenté là. On peut aussi l'empiler en mettant les animaux les uns sur les autres. Ça tient très très bien. Et là, on est plutôt dans un jeu de construction. Là les animaux qu'on voit là, on peut les mettre les uns sur les autres. Voilà, on peut les mettre les uns sur les autres. Alors parfois ça tient, parfois ça tient pas. C'est vraiment le piment du jeu. Et puis on peut aussi tout simplement prendre un animal, raconter une histoire avec, le faire interagir avec d'autres animaux. Donc voilà, on a en fait finalement 3 jeux dans un seul jouet. Un mot peut-être pour terminer sur le designer en question, Enzo Mari, dont vous parliez à l'instant, dont hélas on a entendu parler notamment il y a quelques mois avec son décès, c'était à la fin de l'année dernière. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il représente dans le design italien? Enzo Mari, c'est vraiment une figure très singulière et c'est un personnage très important de l'histoire du design. En fait, il a une formation de beaux-arts et de littérature et il se lance dans le design en autodidacte vers la fin des années 50 parce qu'il pense que esthétique et fonctionnalité doivent s'allier pour renouveler le quotidien. En fait, c'est quelqu'un qui est aussi profondément animé par des idéaux marxistes et qui souhaite offrir les objets les plus pratiques et les plus beaux au plus grand nombre de gens possible. Ce qu'on voit peut-être aussi à travers les autres objets présentés ici depuis le calendrier qui est juste là, jusqu'au porte-crayon. Il a fait comme ça énormément de petits objets du quotidien pour que tout le monde puisse avoir accès au design. Très bien. Eh bien, écoutez, ces objets magnifiques parmi les milliers, peut-être même encore plus, qu'on peut retrouver dans les collections du MAD et dont certains d'ailleurs, dont on retrouve quelques-unes des notices également sur le site internet du MAD. Merci beaucoup Anne Monnier. Merci David. Culture chez nous en direct, c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines comme à chaque fois. À bientôt, salut!